Bon, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Ah, voilà. Anna. Oui, Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. désolée pour le petit retard, mais c'est habituel. Je veux dire, pour que les gens se connectent et comme ça pour ne pas rater vraiment tout le début de la session. Donc, je crois que c'est bon, tout le monde est là, ou s'il y a des gens qui vont nous rejoindre, ils seront les bienvenus. Avant de commencer, et vu qu'on est tous là, est-ce qu'on peut vous demander de mettre la caméra pour qu'on prenne une photo et après, vous serez libre de la garder ou bien de se cacher. Voilà. Donc, Il faudrait peut-être... est-ce qu'on est en train, Génan, est-ce qu'on voit le message? Parce que moi, je vois uniquement le message, je veux dire l'affiche. Voilà, comme ça, c'est bien. Très bien. Voilà. On attend juste... Très bien. Tout le monde n'a pas mis la caméra pour ceux qui le souhaitent. Voilà. Donc, je suis en train de prendre la photo. Bon. Voilà. Merci beaucoup tout le monde pour votre présence, pour être là avec nous aujourd'hui. Donc, nous sommes très heureux de vous accueillir dans ce webinaire intitulé « Les outils numériques pour une intelligence collective » qui a lieu sous le projet Connect. C'est un projet européen dans le cadre du programme Erasmus. Ce webinaire est organisé par l'Institut des finances Basel Fuleyhan en collaboration avec l'Université Saint-Joseph de Beyrouth. Pourquoi avons-nous choisi cette thématique « Les outils numériques pour une intelligence collective » Tout simplement parce que l'éducation évolue vers une formation, si on peut dire, hors circuit classique. Il y a de nouvelles méthodes, de nouvelles façons d'enseigner, surtout ces dernières années avec tout ce qu'on a eu comme Covid, etc. Donc, on a vu un peu des formations nouvelles. Il y a eu de nouvelles pratiques, des modalités collaboratives ont été mises en œuvre grâce au numérique. Et les recherches ont montré que les bénéfices d'apprentissage sont très favorables aux apprenants quand ils travaillent en groupe, quand ils font des travaux donc en groupe ou de manière collaborative, ils travaillent ensemble. Ce n'est plus l'enseignement vraiment classique qu'on connaissait depuis les années précédentes. Et les recherches aussi ont mis en avant aussi ont montré aussi qu'il y a eu, ou bien pas les recherches, la pédagogie innovante avec des outils ludiques, interactifs, apparaît aujourd'hui comme une composante importante dans le parcours de l'apprenant et ça lui fait beaucoup de bien. Donc, les bénéfices sont très importants pour les apprenants. On va développer ce sujet plus en détail, évidemment, aujourd'hui, avec nos deux experts qui sont avec nous, Dr Lilia Cheniti Belkadi, qui est maître de conférences habilitée à diriger les conférences en informatique. Dr Lilia est experte en e-learning et innovation pédagogique à l'Université de Sousse en Tunisie. Il y a avec nous aussi professeur Fadi Al-Haj, qui est délégué du recteur pour le développement professionnel à l'Université Saint-Joseph de Beyrouth. Fadi est aussi, professeur Fadi, est vice-président de ADMI Europe. Il est titulaire de la chaire de Fondation Diane pour l'éducation à l'éco-citoyenneté et au développement durable.
Docteur Lilia et professeur Fadi, nous sommes vraiment ravis et honorés de vous accueillir aujourd'hui parmi nous dans ce webinaire qui va se dérouler, comme on l'avait bien compris de vous deux, d'une façon très interactive. Mais avant de vous laisser faire et vraiment de vous donner cette plateforme, j'aimerais quand même vous poser deux questions, ou bien plusieurs questions, deux, trois. Je commence par m'adresser à Dr Lilia au début. Donc, par votre expérience en e-learning et innovation pédagogique, l'enseignement à distance a pris une grande importance et a fait sa place dans le monde de l'enseignement. Ça, c'est indiscutable. Mais est-ce que cet enseignement ne présente-t-il pas aussi des défis, Dr Lilia? Bonsoir, chers collègues. D'abord, merci beaucoup pour cette invitation de participer à ce webinaire. Merci beaucoup pour la question. Très ravie d'être avec vous aujourd'hui et surtout avec plusieurs chers collègues du Liban, un pays très, très cher et des collègues avec qui j'ai noué plusieurs des amitiés. Voilà. Donc, pour répondre à votre question, chère amie Lina, j'ai cette diapo. Je ne sais pas si vous voyez mon écran. Oui. Oui. On voit. Très bien. Donc, je voudrais revenir un tout petit peu à ce que nous avons vécu pendant ces 2 dernières années. En fait, suite à cette pandémie, nous sommes passés, je pense, dans la majorité des pays, à l'enseignement numérique. Et ici, vous voyez 2 petites captures d'écran donc de quelques statistiques qui ont été faites en Tunisie par rapport à la perception de l'enseignement numérique auprès des apprenants et des enseignants à différents niveaux d'enseignement. Et on voit que les enseignants ont trouvé beaucoup de difficultés à migrer vers l'enseignement numérique parce qu'ils étaient habitués à enseigner d'une certaine manière et ces technologies leur offraient de nouvelles opportunités, de nouvelles façons d'enseigner. Et donc, ils n'étaient pas en quelque sorte préparés à intégrer ces technologies dans leurs enseignements. Du côté des apprenants, on avait plutôt remarqué le problème de connexion à Internet et beaucoup plus le problème de manque d'autonomie face à ces ressources et face à cet enseignement. Donc, si je souhaite un tout petit peu résumer d'une manière assez globale les défis auxquels nous avons pu faire face tout au long donc, de cette période, on va dire qu'on peut classer ces défis à 3 niveaux. Donc, le premier niveau, et on regardera ça à une échelle méta. Un premier niveau à l'échelle macro, c'est-à-dire au niveau national, nous avons, à l'échelle de la majorité des pays, nous avons constaté qu'il y a un problème d'infrastructure technologique, que la connexion ou la connectivité jouait un rôle très important. Surtout, on avait besoin de mettre en place un cadre légal qui va un peu cadrer les interventions des enseignants en ligne et ce cadre devrait être un peu plus agile de manière à s'adapter aux différents scénarios d'enseignement et aux différentes interventions des enseignants. Maintenant, du côté des universités, je pense qu'un aspect très important serait de considérer la partie gouvernance numérique. C'est-à-dire que si on imagine qu'il y a cet aspect très bien développé au sein des universités, on pourrait construire sur la collaboration des différents acteurs et surtout sur la mutualisation des différentes pratiques. De notre côté, cette pandémie nous a découvert qu'il y a un certain nombre de ressources, beaucoup de ressources partagées, et donc il faut veiller sur la qualité de l'éducation et la qualité de l'enseignement et dans à différents niveaux. Donc, la qualité jouera un rôle et un défi majeur serait un peu de focaliser sur cet aspect, en Tunisie en particulier. C'est un vrai chantier. Il y a beaucoup de projets autour de cette thématique et la partie numérique, elle est vraiment présente dans cet aspect. Dernier point par rapport aux universités, c'est la réflexion sur la mise en place de parcours académiques digitalisés. C'est-à-dire que pour pouvoir promouvoir un tout petit peu l'enseignement numérique, un défi majeur serait de mettre en place carrément des plaquettes de formation qui vont intégrer l'aspect digitalisé.
Maintenant, le niveau micro concernera les acteurs qui interviennent directement dans cet enseignement numérique, c'est-à-dire les enseignants et les apprenants. Et nous avons constaté qu'il y a urgence de former les formateurs dans la maîtrise de ces technologies, mais en plus dans la conception des scénarios qui intègrent ces technologies. En plus, il faut également, nous avons constaté qu'il y a un manque de ressources qui sont réellement digitalisées. Donc, une digitalisation des contenus d'apprentissage est vraiment importante. Et finalement, tout cet environnement digitalisé pourrait nous permettre de mettre en place vraiment des approches pédagogiques innovantes qui vont un peu innover notre manière d'enseigner, mais également du côté des apprenants, leur manière d'apprendre. Voilà par rapport à cette première question, chers collègues, en ce qui concerne les défis en enseignement numérique. Oui, intéressant. Il faut dire que c'est c'est un peu le virus peut-être qui a anticipé et qui a fait de sorte à ce que tout ça ne soit pas prêt. Je veux dire qu'on avait commencé un peu à rentrer là-dedans, mais là, on était obligés et bon, les défis se sont apparus plus en évidence. Merci, docteur Lilia. Mais permettez-moi encore, donc, quand on parle de défis, donc, et quels sont, genre, à part les défis, quels sont les différents types d'outils numériques auxquels on a recours de nos jours? Merci beaucoup pour cette question. Par rapport aux outils, on pourrait en fait les classer en 3 grandes catégories. Je commence par les 2 catégories qui sont en bas de l'écran, si vous les voyez. Les outils d'abord de production de ressources pédagogiques. Pour passer à l'enseignement numérique, quand on parle d'enseignement numérique, on parle de contenu. Et on a besoin d'outils qui vont nous permettre justement de produire les ressources pédagogiques dans leurs différents formats, qu'ils soient des contenus web, des contenus vidéo, des contenus images. Donc, nous avons besoin d'outils auteurs qui vont nous permettre de produire ces ressources. D'un autre côté, on parle d'enseignement en ligne, donc on a besoin d'outils qui vont permettre cette interaction entre les acteurs. C'est-à-dire, on a besoin d'outils de médiatisation des interactions qui vont permettre cette communication entre les différents acteurs, qu'elle soit synchrone ou asynchrone. La dernière catégorie d'outils serait des outils de gestion de l'enseignement en ligne. C'est-à-dire, on a besoin de pouvoir gérer ces formations en ligne. On a besoin de garder traçabilité de ce qui se passe en ligne, de voir les interventions des différents acteurs, qu'ils soient apprenants ou enseignants, de pouvoir interagir avec les apprenants, de pouvoir également évaluer les apprenants, de pouvoir faire le suivi des apprenants et de leur progression dans le processus d'apprentissage. Et cela pourrait être possible à travers des outils de gestion de l'enseignement, tels que par exemple les plateformes. On pourrait bien sûr imaginer que dans les outils de gestion, on intégrera des outils de production de ressources et des outils de médiatisation de l'interaction. Donc, en quelque sorte, ces 3 catégories d'outils peuvent exister séparément, mais peuvent également être combinés dans un environnement d'apprentissage en ligne qui va faire recours à ces 3 types d'outils. Voilà. Très bien, merci. Oui, merci beaucoup, docteur Lilia. Professeur Al-Haj, Fadil Haj, je m'adresse à vous. Oui, bonjour. Oui, bonjour, professeur Fadil. J'aimerais juste savoir, donc un peu plus maintenant que docteur Lilia nous a parlé un peu des défis et des outils donc, numériques. Qu'en est-il de leur usage ou intégration dans une pédagogie active en ligne? Donc, comment on peut vraiment intégrer tout ça ensemble, d'après vous? Oui, bonjour tout le monde. Je remercie à mon tour l'Institut Bassel Fleihan et vous-même et le projet Connect de l'invitation. Donc, en fait, oui, ce lien entre outils numériques et pédagogie digitale est un vrai enjeu, dans tout ce qui est formation à distance. Je me permets moi aussi de partager une petite présentation rapide. Je ne sais pas si vous voyez mon écran. Oui. Oui. Voilà. Donc,
donc, quand on parle d'outils, il y a déjà, et on va discuter de tout ça en sous-groupe et puis plus tard, il y a une grande confusion déjà au niveau des outils entre outils numériques, plateformes. Ce n'est pas du tout la même chose. Quel type d'outils ou quel type de plateforme on utilise pour quel type de méthode pédagogique. Il y a une grande différence entre avoir une idée claire de comment fonctionne Zoom ou Teams d'une part, qui sont des plateformes numériques, avec d'autres logiciels comme Moodle, Poll Everywhere ou autres. On va en parler, on pourra en discuter. Mais le vrai enjeu aussi, c'est comment faire des liens avec les méthodes dites actives en ligne. C'est-à-dire comment utiliser ces outils numériques dans des méthodes actives en ligne, comme les problem tree analysis, comme la pédagogie de projet, la pédagogie par résolution de problèmes, le travail coopératif, le brainstorming, la classe inversée. Ces méthodes qu'on qualifie de méthodes actives et qu'on avait l'habitude d'utiliser en présentiel, elles présentent un vrai défi au niveau de l'usage des outils numériques dans ces méthodes actives et surtout comment les intégrer dans des pédagogies. Donc comme les pédagogies dites actives ou les pédagogies dites inversées ou les pédagogies dites différenciées. Donc, on pourra discuter de ces éléments, évidemment. Parce que le passage de la pédagogie digitale à la pédagogie digitale intégrative est quelque chose de fondamental, à mon avis. Quand on parle de pédagogie digitale, c'est déjà assez complexe parce qu'il s'agit de ces modalités pédagogiques qui permettent aux apprenants de se former autrement en utilisant de nouveaux outils digitaux. C'est-à-dire comment utiliser ces outils digitaux dans une pédagogie digitale. Ça, c'est déjà un vrai enjeu. Passer des outils à leur intégration dans une méthode ou dans une pédagogie. Mais cela reste insuffisant puisque nous pensons que l'usage de la pédagogie digitale dépasse la simple maîtrise des outils digitaux et cible leur intégration dans des méthodes dites actives et à distance. C'est pourquoi ce que je détermine, ce que je qualifie de pédagogie digitale intégrative, ça va un peu plus loin et on va en discuter, on va travailler sur ce concept, c'est-à-dire comment intégrer et pas de manière additive, juxtapositive, mais vraiment intégrer les outils numériques, les méthodes actives d'enseignement en ligne, la gestion du groupe à distance, puisque aussi tout le volet relationnel, tout le volet émotionnel est important à passer au niveau de l'écran, et l'évaluation à distance. Donc, il y a des enjeux vraiment importants au niveau de ce que j'appelle cette pédagogie digitale intégrée, où on fait des liens entre les outils numériques, les méthodes actives en ligne, l'évaluation en ligne et la gestion des émotions. Et tout ça, ce n'est pas indépendant de ce que nous appelons en pédagogie une approche holiste ou globale ou écosystémique, incluant le contexte, le milieu, l'infrastructure qui a été évoquée aussi par Dr. Lia, le curriculum, la famille, la politique éducative, l'histoire personnelle. C'est-à-dire qu'il y a des liens entre ces trois niveaux, micro, mezzo et macro, qui ont été évoqués par Dr. Lilia, et ces liens avec les outils numériques, les méthodes, l'évaluation et la gestion des émotions. Cela revient à considérer que l'apprenant, même quand il apprend en ligne, il n'est pas indépendant de son entourage. Ce n'est pas indépendant du contexte. Ce n'est pas indépendant des valeurs et de l'histoire personnelle et de l'enseignant et de l'élève. C'est pourquoi tout cela rentre dans une logique d'approche systémique où l'enfant n'est pas isolé de son milieu, donc les amis, les fratries, les parents, n'est pas isolé de l'organisation régionale, donc l'école, la garderie, le voisinage. Ce n'est pas indépendant des organisations, des services, des institutions, ni du système politique en général. Donc cette approche un peu globale ou holiste, elle est au cœur de cette pédagogie qu'on qualifie de pédagogie interactive et intégrative et pas seulement interactive. Donc, c'est très important de tenir compte de tous ces outils numériques, mais dans une logique intégrative avec tous les pôles que j'ai évoqués et dont nous allons discuter un à un et en détail tout au long de cette rencontre. Parfait. Merci beaucoup, professeur Haj. Avant de passer aux ateliers, chers participants, est-ce que vous auriez des questions à Dr. Lilia ou à professeur Al-Haj? Donc, vous pouvez lever la main, écrire sur le chat, tout moyen. Si vous permettez, vu que moi je travaille beaucoup sur le relationnel en ligne,
Si vous acceptez d'ouvrir la caméra pendant les moments d'échange, ça sera génial, parce que c'est tellement plus agréable de voir des visages que de voir des écrans noirs avec des noms. Et d'ailleurs, je vais vous parler d'une recherche qui a été faite et qui dit qu'il y a 80% du message qui ne passe pas lorsque la caméra est fermée en ligne. Hein, il y a 80% du message qui ne passe pas. Donc, si vous acceptez d'ouvrir la caméra, ça sera génial. Et voilà, et comme on vous dit, si vous avez des questions, un peu d'échange avant qu'on passe aux ateliers. S'il y a des questions, mes chers collègues. Des questions, des remarques par rapport à ce qui a été dit avant qu'on ne passe aux travaux de groupe. Sentez-vous vraiment libre de poser toutes les questions que vous voulez. Et si vous ouvrez la caméra, ça sera génial. Oui. Ah, donc on a eu Georges qui dit que le réseau, donc c'est suite Oui, faute à des... Ouais, les réseaux, donc la connexion est faite pour ouvrir la caméra. Pour ceux qui sont au Liban. On a un collègue, Karim. Voilà, Karim qui a une question. Si au moins quand vous posez la question, super, si vous ouvrez la caméra, oui. Voilà, j'ai ouvert la caméra. Donc, salut tout le monde. Merci pour ce webinaire très intéressant. Donc, ma question, c'est par rapport à ce niveau d'intégration. Est-ce qu'il prend en considération les différents niveaux d'âge, de formation, donc école, lycée et université? Et merci. Voilà, donc je pense que je vais répondre, puis Dr. Ilyassi a quelque chose à rajouter, elle répondra aussi. Ce niveau d'intégration, en fait, il s'adresse à tous les âges. Évidemment, le contenu, il dépend du niveau conceptuel de l'élève, de l'âge de l'élève. Mais la capacité de faire des liens, elle existe à tout âge. Et donc, cette idée de prendre en considération ou de tenir compte et des outils, et des méthodes, et de l'évaluation, et du relationnel, ça, c'est vraiment dès le plus jeune âge jusqu'à l'université, même jusqu'à l'âge adulte. Même maintenant dans ce webinaire, si on ignore ces 4 dimensions, le message ne passera pas. Et cette capacité de créer des liens, c'est ce qui donne sens. Moi, dans mes recherches, je travaille beaucoup sur le concept de complexité qui nécessite de faire des liens. Et on montre dans ce concept que ce qui est complexe n'est pas compliqué. Ce n'est pas la même chose. Rendre les choses compliquées, c'est négatif. C'est-à-dire, c'est les rendre difficiles, les rendre incompréhensibles. Mais rendre les choses complexes, c'est comme la vie, c'est-à-dire établir des liens. Et établir des liens, on le fait, à mon avis, et d'après les recherches en tout cas que je connais, c'est vraiment à tout âge. Je ne sais pas, docteur Lilia, ce que vous en pensez. Oui, tout à fait d'accord, cher Abdi Fadi. Mais moi, j'ajouterais un petit élément par rapport à cette question, c'est que l'intégration pourrait prendre en considération le contexte de chaque apprenant. Et moi, j'aborde dans mes travaux de recherche cette partie de contextualisation de l'apprentissage qui pourrait permettre une personnalisation et des parcours individualisés, prenant en considération les profils des apprenants et leurs prérequis, ce qu'ils souhaitent apprendre, etc. Donc, et j'aborderai cela peut-être à la fin de ce webinaire. Maintenant, des approches intelligentes de contextualisation de l'apprentissage sont de plus en plus présentes grâce à l'intelligence artificielle qui nous permet justement de produire des choses, en fait des parcours adaptés au profil des apprenants. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions avant de passer au travail, donc aux ateliers? Non. Donc, je crois que professeur Haj, docteur Lilia. La deuxième activité. Voilà. Donc je ne sais pas si vous voyez mon écran avec les groupes. Oui, très bien. Oui. Voilà, ce qu'on va faire, ce que nous avons prévu de faire avec vous en tout cas, c'est qu'on va vous répartir en 5 groupes.
Et je vous propose de bien retenir le numéro du groupe parce que ça va dépendre du numéro au niveau du travail. La question, elle est presque la même pour tout le monde, c'est-à-dire il s'agit d'étudier les défis et les difficultés d'une part et les pistes de solutions et les formations que vous proposez d'autre part. Mais le premier groupe, il travaillera au niveau des apprenants. Le deuxième, c'est au niveau des enseignants. Le troisième, c'est au niveau des méthodes d'intervention en ligne. Le quatrième, c'est au niveau de l'évaluation en ligne. Et le cinquième, c'est au niveau de la gestion du groupe en ligne. Et quand je dis gestion du groupe, c'est surtout, comme je vous ai dit, ce côté émotionnel, relationnel. Comme on parlait de gestion de classe, et ça, c'est la gestion de classe en ligne. Donc, notre idée, c'est que vous puissiez réfléchir en sous-groupe sur les défis et les difficultés que vous rencontrez d'après vos expertises, d'après votre expérience, et au niveau des apprenants pour le groupe 1, au niveau des enseignants pour le 2, les méthodes 3, l'évaluation le 4 et la gestion du groupe et le relationnel le 5. Et ce qu'on vous propose, c'est de, suite à cette réflexion, on va passer dans les groupes, vous accompagner, évidemment, Lilia et moi. Ce qu'on va faire, c'est que chaque groupe va essayer d'élaborer une petite présentation PowerPoint ou bien un petit document Word pour répondre à ces deux questions que vous allez déposer sur un outil de travail qu'on appelle Padlet. On va vous dire c'est quoi. Et après, on va faire la mise en commun. Et justement, ça va être un exercice, une expérience de cette construction d'intelligence collective ensemble. Donc, je ne sais pas si la consigne est claire, si je peux déjà vous répartir en sous-groupe ou si vous avez des questions sur ce travail de groupe qui va se réaliser. Je voudrais juste ajouter que si vous avez remarqué, les questions abordent les différents acteurs qui interviennent dans l'enseignement numérique, mais également la manière avec laquelle ces interventions peuvent avoir lieu. C'est-à-dire soit la gestion des relations, soit les interventions proprement dites, ou soit l'évaluation qui est vraiment une thématique très importante dans l'enseignement numérique. Donc, vous allez trouver en fait que vous appartenez à un groupe automatiquement et donc vous commencez à discuter en groupe la question qui vous a été affectée. Voilà. Donc, je vais ouvrir les groupes. On va faire 5 groupes. Il suffit de faire join. Donc, Lina, Jinan et Lilia. Oui, combien de temps, Fadi, nous avons pour les groupes? Alors, 20 minutes. On s'est dit 20 minutes. 20 minutes. Mais nous allons passer dans les groupes aussi pour rediscuter avec vous, vous redonner la consigne, etc. Le livrable. Voilà. Et donc, Lina, Jinan et Lilia, on ne va pas rejoindre un groupe. On va rester, puis après, on y va. OK. Professeur Fadi, oui. Il y a Inès Obiche qui a demandé être dans le groupe 5, si possible. On pourra les déplacer après, parce que normalement, c'est au hasard. C'est pas, mais on pourra trouver une solution. Donc, si vous pouvez cliquer sur Join, est-ce que vous voyez l'écran avec les groupes? Voilà. Juste sur Join. J'ai reçu aussi un message, je vais dans le groupe 4. Oui. Non. Comme tu veux, Jinan. Si tu veux appartenir à un groupe ou pas. Très bien, not now. OK. Ouais. Juste pour qu'on s'organise. Mais je vais demander aux personnes présentes là avec nous de cliquer sur Join. Edith, voilà, donc Sana. Amina, Rinois, il faut cliquer. Voilà. Attendez. Rejoindre ou join. Ça dépend de la version française ou anglaise de Zoom. OK. Il y a Elie, Sana, les autres aussi. Il y a des gens peut-être qui viennent de se joindre. Il y a Amina, Hossein. Amina, normalement, je vais lui envoyer un message aussi. Oui, il y a Edith aussi, Sana. Nabila. Sana, vous êtes là? Non. Normalement, oui, parce que elles sont là, sauf que... Georges, Nabila, Elie. Nabila n'est pas mute, donc elle peut nous répondre. Nabila, vous êtes là? Voilà, elle est partie. Non, elle est toujours là. Moi, je suis présent. Elie? Georges? Oui. Elie. Vous pouvez faire join le groupe, Georges? Elie aussi. Elie? Yalla. Oui. OK. Mibati.
Je pense qu'il faudra commencer. Bonsoir. Monsieur Gilbert, Saouma, Oui, vous pouvez juste, joindre un groupe. oui, j'étais au groupe 3, mais apparemment, on n'a pas les questions, les groupes. On va les mettre sur le On va chat. on va les mettre sur le chat. Merci. Je pense qu'il faudrait commencer avec le groupe qui existe, les groupes qui sont déjà formés. OK. Lilia, toi, tu as la possibilité d'aller dans un groupe d'après les fonctionnalités. Dis-moi. Non, il faut que je fasse rejoindre pour… Non, si tu fais rejoindre, tu ne peux pas Oui. passer d'un groupe à Le l'autre. problème, c'est ça. Alors, on va te mettre, tu n'es pas co-host. Si tu es Si, co-host et tu ne si. peux pas aller d'un groupe à l'autre si tu es co-host. Je clique sur le room, tout simplement. Oui, c'est ça? oui. Tu cliques sur le room et quand tu es dans la salle, quand tu veux sortir, tu cliques Leave Room. Tu vas. Le problème, c'est que le room… pour cliquer sur le room, je dois cliquer sur rejoindre, c'est ça? Ah, tu n'as pas d'autre possibilité? Non. C'est ça le C'est problème. bizarre, pourtant moi je suis co-host aussi. À côté de Room 1, il n'y a pas de Join? Oui. Oui, allez, va dans Room 1 et après Join, tu peux sortir de la salle. OK. OK. D'accord. Donc, je vais aller dans le groupe 1, 2, 3, c'est ça? Prends si tu veux un 2, moi je prends 3, 4, 5. OK, ça marche. OK. Bonjour, professeur Haj. Bonjour. Je suis désolée, mais je suivais parce que j'ai une réunion à l'AEF en parallèle et je suivais Ah, les deux en d'accord. même temps. Donc, du coup, une fois j'étais là, mais je ne savais pas qu'il y avait des activités. Je suis Oui. bien dans l'obligation de participer à l'autre réunion. Oui. Et je suis vraiment désolée, mais… Il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, si vous n'avez pas la possibilité, c'est comme vous voulez. Sinon, vous êtes dans le groupe 2. D'accord. En tout cas, merci Ok. beaucoup et au plaisir de vous revoir parce que là, je rejoins le… Enfin, moi, Ok. avant, j'étais dans Connect, mais je représentais le CNAM et maintenant, je représente l'AEF. Donc, D'accord. voilà, changement de Ok. chapeau. En tout Ok. cas, à très Merci. bientôt et À merci bientôt. beaucoup. Hein. Au Je vous revoir. en prie. Au Plaisir de revoir. vous revoir. Au revoir. Donc, Jinan et Lina, je vais aller dans le groupe 3, d'accord? Fadi, D'accord. je pense qu'il y a un groupe où il n'y a pas beaucoup de gens, c'est le groupe 4. C'est ça. En fait, le groupe 4, il n'y a personne, en fait. Il n'y a personne, tout à fait. Donc, on va ignorer. Il y a Amina qui n'a pas pu nous rejoindre, donc Oui, je vais parce que- ignorer le 4. Oui, normalement, oui. Ouais. Voilà. Voilà. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6 personnes qui n'ont pas… Très bien. n'ont Donc, pas il faut rejoint. commencer avec les gens qui sont là. C'est ça. Je vais aller dans le 3 et 5. Je vais aller dans 3 et 5. Donc, moi, j'irai dans le 3. Moi, je pense dans… Lilia est déjà dans le 1. Oui, elle est dans le 1 et 2. OK. 1 et 2, 3 et 5. Donc, voilà, Lina et moi, on va suivre. On va prendre un café. Bonjour Jinan, bonjour tout le monde, c'est Bonjour, Joumana. Bonjour, Joumana. Comment Ça ça va? va? En fait, Bien. moi je suis allée dans le 2, mais j'ai trouvé qu'une seule personne, donc je suis revenue. Non, il y a plusieurs. Tu peux reprendre. Il y a… Ah bah alors comment je Assad, vais il y a faire pour Georges. comment je vais faire pour reprendre? Je vais voir là. Attends. Hop. Non. Je sais pas. Aucune idée. Là, Jinan, on va faire l'activité, puis on va revenir dans ce groupe principal. Oui, tout à fait, pour la restitution. Bon bah écoute, je resterai là. Là, on n'a pas un… Non, ok. mais d'accord. Attends. Pas de Là, il problème. n'y a rien à faire. Oui, je patienterai. Bon. Lina, est-ce que tu as une idée comment on ne sait pas parce que moi j'ai pas de Parce que- breakout room. Voilà, breakout Moi, room. quand il y a un icon où c'est écrit Join Breakout Room. Oui, mais en fait, je l'ai faite, puis après, j'ai Oui. trouvé personne, donc je suis revenue. D'accord. Et vous ne pouvez pas accéder Je peux plus accéder de nouveau. Ah, Non, mais Ouf. c'est pas grave, c'est pas grave. En C'est fait, pas grave. j'ai invité les gens concernés, donc c'est pas grave. Ok, mais Joumana, est-ce que tu as déjà une date pour le prochain séminaire? Pour le prochain séminaire, on va Profitez le pour faire que en Lina janvier. l'annonce. En janvier, parce que Lina a mis à la fin une annonce du prochain séminaire avec l'université, mais il fallait avoir au moins la date. Alors, en fait, on a dit vers le 13 janvier, Lina.
Vers le Amina, 13 d'accord. janvier, on va le faire. Donc, je veux Ok. demander aux interlocuteurs et je le confirme. Mais à peu près, il faut dire vers le 13 janvier. Il faut D'accord. utiliser La vers. cible- la Comme cible ça, à on est sécurité. sécurisé. Ok, Ok, très bien. Voilà, c'est fabuleux. Yalla. très bien. Je resterai ici, ne vous inquiétez pas parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Très bien. Voilà. Ok, Ellie aussi n'a pas rejoint. Voilà. C'est pas ça. C'est Amina. Amina, elle a un problème technique, la pauvre. Elle m'a dit, je vais essayer de notre... parce qu'elle attendait tellement cette rencontre. Oui. Il y a quelqu'un qui nous a joint. Elise, tout va bien? ماشي الحال؟ Pardon? Tout va bien, Maëlle? Oui, oui. Oui, oui, ça va, ça va. Bien. Donc, je reste connecté ici car j'ai pas trouvé, j'ai pas trouvé les trucs sur le téléphone. Donc, je reste comme ça, je peux entendre tout. Comme tu Oui, peux aussi mais- te reconnecter, Ellie, Oui, voilà. dans 15 minutes si tu veux, si tu es en route. Ah, Tu peux te reconnecter parce qu'ils vont Ok. travailler maintenant dans les ateliers et ils vont faire la restitution dans 15 minutes. Super, super. Et alors, je vous rejoins. Ok, Donc, très bien. à plus. Voilà. Bye. Et pour... Ciao. Très bien. Des résultats. Parfait. Voilà. Donc, qu'est-ce que je dois faire par rapport au partage? Normalement pour partager. Sinon, nous, on partage du Padlet. C'est ça. Donc, est-ce que vous voulez partager ou je partage le PowerPoint que j'ai créé? Oui, Voilà. oui, c'est plus simple, je pense. Voilà. Parfait. C'est bon, on le voit. Voilà, donc comme problème, donc, les collègues, ils ont donc, proposé le manque de concentration au cours des séances, le manque d'intérêt de certains apprenants, donc ça peut être aussi un problème pour le suivi des séances. Des problèmes qui sont d'ordre technique, notamment donc, la connexion, le type de support sur lequel les élèves ou les étudiants travaillent. L'âge de l'apprenant aussi, et donc là, ça nous fait penser à l'autonomie de certains apprenants, donc notamment les élèves de jeune âge, donc, qui doivent être accompagnés surtout par un parent. La personnalité de l'apprenant aussi. Donc, il y a des étudiants qui sont beaucoup plus réservés que d'autres. Le manque de motivation. Donc, ça dépend du cours. Donc, l'assiduité aussi. Donc, peut-être le problème de la solitude des étudiants ou des élèves rend l'étudiant ou l'élève qu'il est en solitude, donc ça influence l'assiduité aussi. Donc, une collègue, elle a proposé aussi un problème lié à la posture de l'apprenant. Donc, parfois, peut-être l'apprenant, il n'est pas en position adéquate pour suivre un cours. Et il fait encore il est encore sur son lit. Donc, voilà, ça, c'est comme problème proposé. Comme solution, donc, l'établissement d'une charte au début, donc, identifier, donc, puisqu'on a dit qu'il y avait, disons, différents degrés de niveau disons, de communication entre les élèves, les apprenants plutôt, et l'enseignant. Donc, peut-être qu'on pourra identifier un apprenant qui va mener la discussion.
Il est moins réservé que d'autres. Donc, il va mener la danse, disons. Faire travailler les apprenants en groupe. Ça va les encourager peut-être à interagir beaucoup plus avec les autres. Varier les outils d'apprentissage pour ne pas s'ennuyer. Formation, là on propose aussi comme formation des formateurs aux techniques des pédagogies digitales. Organiser des séances de discussion et de résolution de problèmes pour éviter tout ce qui est problèmes liés à la solitude et à l'assiduité. Préparer des capsules transmises avant le démarrage de la formation. Comme ça, on pourra, ceux qui ne sont pas, disons, ne maîtrisent pas les techniques, là, ils pourront déjà commencer à, disons, apprendre à utiliser ces techniques-là. Utiliser tous les moyens de communication. Ça peut être les moyens synchrones ou asynchrones. Donc, tout ce qui est communication en direct, ou bien en utilisant les forums synchrones ou asynchrones. Le partage d'idées entre les apprenants, ça aussi c'est très important, donc pour, disons, ouvrir les discussions. Utiliser des moyens de sensibilisation à l'importance de la pédagogie digitale. Donc, peut-être que certains ne comprennent pas l'utilité de ces moyens-là, donc peut-être qu'on doit avoir des moyens de sensibilisation pour, disons, faire attirer beaucoup plus de personnes autour de ce sujet. Et là, on a dit que, bien sûr, il y a différents niveaux. Il y a des niveaux qui s'arrêtent aux étudiants et aux élèves, à l'apprenant. On peut avoir un niveau plus élevé de l'institution et de l'université. Ça peut même toucher donc un niveau du ministère donc, par rapport à ces solutions-là. Promouvoir la création de parcours d'enseignement à distance. Ça aussi, ça peut être une solution. Création de plateformes spécialisées, donc sécurisées, qui peuvent donc faciliter l'accès aux étudiants et aux élèves. Encourager les initiatives individuelles. Voilà, ça, c'est les points qu'on a discutés. Je ne sais pas si quelqu'un du groupe 1 a quelque chose à ajouter par rapport à ça. Et merci. Bravo. Vous permettez que je réagisse par rapport à ce que vient d'être partagé, chers collègues du groupe 1. Bravo pour le travail collaboratif. On voit que vous avez d'abord évoqué les problèmes rencontrés par les apprenants. J'attire votre attention que nous avons choisi que la première question soit orientée vers les apprenants parce que dans l'enseignement numérique, l'un des piliers de l'enseignement numérique, ce sont les apprenants. Donc, quand on parle des principes du e-learning, c'est-à-dire c'est un apprentissage centré sur l'apprenant. Donc, on a abordé d'abord les difficultés qui sont rencontrées par les apprenants. Je voudrais juste revenir sur quelques petits points. D'abord, un point qui est en rapport avec les solutions proposées. Avant d'aller vers les solutions, je voudrais attirer votre attention sur un point où vous avez évoqué que les personnes qui sont les plus réservées ont le plus de difficultés pour l'enseignement numérique. Eh ben, j'attire votre attention que des travaux ont montré que les personnes les plus timides sont les plus actives en enseignement numérique. Parce que cette barrière ou cette difficulté de parler dans un grand groupe n'existe plus. Cette personne va avoir face à elle un écran et elle va plus facilement communiquer. Donc, peut-être, on va dire qu'on change notre manière de communiquer, on va dire, quand on passe dans l'enseignement numérique. Maintenant, par rapport aux solutions, je vois que pour les solutions, vous avez abordé en fait comment les différents acteurs interviennent pour résoudre les problèmes rencontrés par les apprenants. Vous n'avez pas focalisé uniquement sur le problème du côté apprenant. Comment l'apprenant lui-même va résoudre ces difficultés? Par exemple,
je pourrais dire que l'apprenant va résoudre le problème qui se sont isolés en travaillant plus en groupe, en essayant de discuter avec ses pairs, en essayant d'utiliser davantage les outils de communication ou de collaboration à sa disposition. Donc, c'est très bien que vous avez abordé les trois acteurs principaux, l'université, les enseignants et les apprenants pour résoudre ces problèmes, mais je voudrais insister sur le fait que pour avancer, l'apprenant doit être un peu plus actif dans son enseignement, de manière à ce que l'apprenant doit prendre plus d'initiatives, doit être un peu plus à l'écoute de ce que il va recevoir comme information de ses pairs. Et donc, ce qu'on pourrait remarquer, c'est qu'à travers l'enseignement numérique, il y a un changement du rôle de l'apprenant. On n'a plus le même rôle de l'apprenant dans un enseignement transmissif classique en classe. Quand il passe en ligne, il est appelé à jouer différents rôles qui s'imposent par le fait qu'il est dans un environnement d'apprentissage en ligne, il a à sa disposition différents outils, il a des pairs avec qui il doit communiquer et donc il doit suivre ce nouveau mode d'apprentissage. Voilà, soit là de mon côté, je ne sais pas si Fedi souhaiterait encore ajouter des éléments. Non, merci beaucoup, Dr. Lydia. Je voudrais moi aussi remercier beaucoup le groupe 1 qui témoigne aussi de beaucoup de créativité et ça montre que quand on travaille en groupe, à quel point on élabore des idées intéressantes. Et je vais jouer le tour de celui qui gère le temps, juste par question de temps. Donc, on va dire que pour les autres groupes, si vous pouvez vous limiter à 2 ou 3 minutes maximum, parce que nous avons envie de discuter avec vous une partie aussi en grand groupe après cette mise en commun. Donc, vraiment, merci beaucoup pour le groupe 1 et pour ces réponses créatives. Je vais, si vous permettez, donner la parole au groupe 2. Donc, en 2 minutes, si vous pouvez nous dire vraiment l'essentiel. On vous écoute. Groupe 2, vous avez la parole. Dr. Ghada. Assad, tu peux présenter, je pense que c'est plus facile parce que c'est toi qui as l'écran. Je peux lire aussi comme vous voulez. Allez-y, allez-y. OK. Donc, Madame Ghada, si vous pouvez intervenir et si vous avez envie d'ouvrir la caméra, ça serait bien aussi. OK. Avec grand plaisir. Donc, les principaux défis pour les enseignants, oui, on vous écoute. En 2 minutes. Bien, je vais lire. Oui, Assad, vas-y, peut-être qu'elle a un problème de connexion, madame. Oui, les collègues ont évoqué la qualité de l'infrastructure, connexion, problème d'accès. Ils ont évoqué aussi la question d'étudiants aphasiques, le manque d'interaction, la formation lacunaire des enseignants, la présence fantomatique des étudiants, des apprenants. On parle au noir. Ils ont évoqué la question qu'on est en train de faire, le faire-face, mais en ligne. Donc, on a mal compris la question du nouveau dispositif. Tout ce qui est formation pratique, laboratoire, expérimentation est un défi. La question d'évaluation pour les enseignants, c'est aussi un grand défi. L'investissement dans le développement de contenus réutilisables aussi, c'est un défi. Et il y a l'aspect chronophage dans la préparation, il me semble. Pour les pistes de solutions, ils ont proposé la question de classe inversée, de travail par les pairs, de capsules vidéo, de la redéfinition de la notion d'évaluation, parce que ce n'est pas uniquement une question de connaissance, c'est beaucoup plus large. Donc la question de triche sera réduite. La formation des enseignants assistés par les MOOC, les apprenants aussi, pourquoi pas. Les labos virtuels, la modélisation, les plateformes, la conception des environnements d'apprentissage adaptés, par exemple, développer l'apprentissage par projet, l'apprentissage collaboratif, par résolution de problèmes ou par le jeu, la gamification. Voilà. Super. Si les collègues veulent ajouter quelque chose, allez-y. On a encore quelques secondes. Rad, tu souhaites ajouter? Bon, en fait, je pense qu'à
Asad l'a quasiment tout dit, mais en fait, j'aimerais juste faire une petite remarque sur notre compréhension de nous comme enseignants, de la valeur de l'enseignement en ligne et la nature de l'enseignement en ligne. Je pense qu'on a avancé plusieurs problèmes et plusieurs pistes de solutions, mais le problème de base, c'est que le manque de compréhension de tout ce qui est en ligne et qu'on ne se valorise pas beaucoup en faisant des choses en ligne. On veut rentrer en synchrone, comme on l'a même utilisé dans le travail de groupe, comme si on est surveillé. Et si quelqu'un rentre, il ne trouve pas en train de répéter la même chose, c'est comme si on ne joue pas notre rôle d'enseignant. Or, si on réfléchit mieux et on conçoit plus d'activités d'apprentissage, un contenu numérique qui est éventuellement réutilisable, on aurait mieux fait pour nos étudiants, on les aurait rendus plus autonomes, on aurait mieux fait pour l'image de marque de notre institution et on aurait mieux fait pour l'humanité si on laisse ces ressources et ces parcours éventuellement réutilisables en ressources libres, par exemple. Alors, c'est surtout le manque de compréhension. Je ne voulais pas répéter ce que Assad a dit, mais je voulais juste mettre l'accent sur le problème de base, si j'ose dire. Voilà. Tout à fait. Merci beaucoup. Je ne sais pas, Dr. Lilia, si vous êtes d'accord. Je propose qu'on écoute les deux autres groupes et puis on réagit pour gagner du temps. Parfait. Ça vous va? Okay. Oui. Donc, on écoute le groupe 3. Merci à vous. Merci. On écoute le groupe 3 parce que c'est tellement intéressant qu'on a envie de vous écouter tous avant de réagir. Donc, le groupe 3. Oui, monsieur. Oui. Donc, on va arrêter le partage. Monsieur Assad Yamin, si on peut arrêter le partage pour donner la possibilité au groupe 3 de partager. Voilà, merci. Ils vont nous parler des méthodes d'intervention. Oui, ça sera très rapide. Je remercie les deux premiers groupes qui ont très bien présenté, c'est très bien détaillé aussi, mais voilà, je vais partager avec vous ce qu'on a pu retenir comme défi. Est-ce que c'est clair l'écran pour tout le monde? C'est clair? Oui, allez-y, on va très bien. Alors, très bien. Alors, le premier défi qui était divisé sur les deux premiers points, c'était le fait de trouver un outil pour s'assurer de la compréhension des étudiants. Alors, c'était le fait, parce que moi, je prends notre exemple, nous étions dans une situation où vous êtes censé de sauver, si on peut le dire, le semestre. Donc, c'était comment lancer les cours, comment terminer le programme le plus vite possible. Et donc, on ne réfléchissait pas derrière comment s'assurer à ce que les étudiants ils ont compris ou non, à moins qu'on utilise l'outil de base, c'est qu'on pose les questions, est-ce que vous avez compris ou non. Donc, mais derrière, on ne pouvait pas, voilà, on n'a pas utilisé des outils voilà, pour s'assurer est-ce qu'ils ont vraiment compris ou non. Le problème, c'était aussi au niveau de la monotonie. Et c'était à cause d'un point qu'on a évoqué en anglais, c'est monsieur, je pense, monsieur qui nous a proposé quelque part des idées, disant que oui, nous n'étions pas bien formés en tant qu'enseignants derrière l'utilisation des techniques interactives. Donc, on a eu une formation de base très rapide sur qu'est-ce qu'on veut dire par Zoom, Teams, comment les utiliser, mais derrière, on ne savait pas comment profiter au maximum de cet outil. Il y a derrière vraiment des options très intéressantes que nous pouvions utiliser pour voilà, encourager les étudiants, bien augmenter leur engagement en cours quelque part. Excusez-moi, Dr. Sarah, de vous interrompre. On va essayer d'aller un peu plus vite, OK? D'accord, tout de suite. On avait des problèmes techniques. C'était lié aux équipements des étudiants, soit au niveau voilà, de la connexion, soit au format des tests. Derrière, c'était le fait, les versions différentes, si vous voulez, en utilisation de Windows, qui ont bloqué quelque part les fichiers qu'on diffusait. Voilà, on passe par les pistes de solutions. Voilà, on a parlé rapidement. On a Madame Salwa qui a proposé le brainstorming en groupe. Le fait d'utiliser des outils en ligne pour les encourager à interagir et surtout la mise en compétition. C'est de créer des bonus, des concours. Par exemple, si quelqu'un va répondre le plus vite, il aura voilà, une sorte de remise derrière. C'est ça, c'est tout. Très bien. Bravo, bravo groupe 3. يعطيكم الصحة. Vous aussi.
Donc, Dr Sarah, si vous arrêtez le partage, comme ça on passe à la dernière présentation, on donnera un feedback global à tout le monde. Le groupe 5. Le groupe 5. Oui, le groupe 5, c'est moi. Oui, oui. Et les collègues avec qui on a travaillé, donc on avait le... Je ne sais pas si vous voyez bien. Oui, oui, très bien, très bien. Donc, la tâche, c'était de réfléchir les défis et difficultés de la gestion des groupes. Donc, on a identifié 4 difficultés majeures. Les étudiants qui ferment leur caméra et donc l'impression de parler seuls. Comment sensibiliser les étudiants à l'importance de la participation. Comment faire pour bien sélectionner les étudiants quand on les répartit en petits groupes. Donc, avoir une homogénéité et une complémentarité en même temps. Et le manque de maîtrise des techniques et des outils qui permettent de bien animer par l'enseignant notamment. Et les solutions qu'on avait proposées, c'était donc d'abord d'envoyer des messages sur téléphone pour les étudiants, ou de conserver en tout cas le lien téléphonique avec eux, et manière de les sensibiliser à l'importance d'assister aux cours et de personnaliser le rapport avec eux. Deuxièmement, bien sûr, former les enseignants aux techniques d'animation et donc sa dimension notamment de l'émotionnel dont M. Haj parlait tout à l'heure, et la disponibilité d'un tuteur pour gérer les groupes, intégrer le suivi par téléphone, donc par exemple créer des groupes WhatsApp, et préparation des QCM ou dans les chats, à manière de les solliciter de temps en temps et de les demander de voter, etc. Et donc de garder un peu un retour de la classe. Super. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Donc, je prends la parole pour quelques minutes, puis je la donne tout de suite après à Dr Lilia, si vous permettez. Ça vous va, Dr Lilia, comme ça? Oui, oui, bien sûr. Voilà. Donc, vous avez vu qu'ensemble, en tout cas, c'était un vrai exercice d'intelligence collective où vous avez contribué à la construction des réponses au niveau de ces différents pôles. Moi, je vais simplement partager avec vous une petite recherche que j'ai faite concernant cette question très rapidement en quelques minutes, puis je donne la parole à Dr Lilia, puis on discute. Donc, est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Oui. Oui, voilà. Donc, justement, c'était suite à ce travail de groupe. Il y a le Padlet. Donc, en 2 mots, c'est un mur où on peut déposer des documents. On pourra y revenir après si vous voulez. Donc, cette intelligence collective dont vous avez fait preuve, en fait, c'est une intelligence qui se manifeste par le fait qu'une équipe coopère pour résoudre des problèmes. Et c'est ce que, en fait, vous avez essayé de faire actuellement. C'est une intelligence distribuée, sans cesse valorisée, coordonnée en temps réel. Comme on dit très simplement qu'on est beaucoup plus intelligent ensemble que seul. Et par rapport à cette question d'enseignement en ligne. Donc, vous savez qu'à travers toutes les crises que nous traversons, la crise éducative, la crise économique, la crise politique et sécuritaire, l'explosion au Liban du 4 août, la crise sanitaire, je ne vais pas donner des détails, on sait qu'avec tous ces défis qu'on vit, avec toutes ces difficultés, on nous demande, et avec en plus un dysfonctionnement des outils, un manque de formation suffisante des enseignants, une mauvaise infrastructure, une connexion Internet lente et payante, avec tout ça, on nous demande d'assurer un enseignement de qualité en ligne. Donc, il y a les crises d'une part et il y a les exigences de la qualité d'autre part, ce qui n'est pas du tout évident et je comprends très bien les difficultés par lesquelles nous passons. Une petite recherche que j'ai menée et que je vais présenter rapidement, les enseignants qui ont été interrogés, on voit qu'ils utilisent Google Forms en grande partie, Google Drive, mais très peu des logiciels comme Kahoot, Jamboard, Moodle, Mentimeter. Il y en a même beaucoup d'enseignants qui n'ont pas entendu parler de ces logiciels, ce qui montre que la majorité des logiciels utilisés permettent un enseignement magistral beaucoup plus qu'un enseignement actif. Donc, les enseignants maîtrisent surtout des logiciels qui permettent une transmission passive des informations et moins bien des logiciels qui peuvent être utilisés dans le cadre d'une pédagogie active. Et donc, on voit que ces logiciels-là, que nous maîtrisons beaucoup, ne permettent pas la pédagogie active. Au niveau des applications utilisées, encore une fois, on voit que majoritairement, les enseignants utilisent Teams et Zoom et beaucoup moins d'autres logiciels. Au niveau des méthodes d'enseignement, il y avait 177 réponses, il y avait seulement 23 qui utilisent des méthodes actives en ligne et les autres se limitent au cours magistral. Pour avancer vite, on a essayé de voir
quels sont les logiciels utilisés dans les méthodes actives. On voit que c'est les vidéos qui sont le plus utilisées. Je vais aller directement au tableau qui synthétise tous ces résultats pour vous dire qu'est-ce que j'en pense. Puis après, si on a le temps, on y reviendra. Voilà, ça c'est le tableau que j'ai envie de présenter. Donc, on voit que la majorité des enseignants utilisent Google Form, Google Drive. Très peu utilisent WooClap ou Mentimeter ou Poll Everywhere ou Plickers, c'est-à-dire des logiciels qui permettent d'utiliser ces méthodes actives, que ce soit dans l'apprentissage par problème ou coopératif ou remue-ménage ou enseignement par questionnement ou classe inversée ou inquiry-based learning. Voilà, on a essayé de voir quel type d'outils ils utilisent dans quel type de méthode active. Et on voit que c'est là où le bas blesse, c'est-à-dire c'est là où la formation manque. Quand j'ai parlé de pédagogie digitale intégrative, on voit aussi qu'au niveau de la gestion de classe, par exemple, très peu de gens ouvrent la caméra, alors que je vous ai dit que c'est une composante fondamentale qui présente beaucoup d'avantages. Je vais aller simplement à la conclusion, parce que je ne vais pas vous présenter maintenant tous les résultats. C'est pour vous dire que, on reviendra sur ça après si on a le temps, c'est pour vous dire qu'au niveau du dispositif dont je parle et qui est l'importance de l'intégration de tes outils, il y a un besoin de formation à la gestion de classe à distance. Vous avez vu à quel point on lutte pour que les gens ouvrent la caméra, pour qu'on interagisse, pour que l'émotionnel passe. Il y a un besoin de formation au niveau des outils numériques, mais pas seulement les outils en tant qu'usage seulement, mais des outils intégrés dans des pédagogies actives, dans des méthodes d'enseignement, et encore plus au niveau de toutes les techniques d'évaluation en ligne, tout en prenant en considération tout le contexte. Donc, j'ai voulu vous faire une petite synthèse par rapport à tous ces outils-là, et puis on pourra en discuter si on a le temps, avant de passer la parole à Dr. Lina. Très bien, merci beaucoup, cher ami. Alors, je partage quelques diapos qui peuvent un tout petit peu synthétiser certaines idées, mais en plus nous permettre de se projeter un tout petit peu dans le futur, on va dire, ou dans nos prochains travaux, ils doivent s'orienter vers quelle piste, on va dire. Alors, je voudrais revenir à la dernière diapo que j'ai présentée tout à l'heure et qui représente les 3 catégories d'outils. À travers donc, ce que vous avez pu élaborer en groupe, on pourrait prendre ces 3 catégories et voir si on veut en fait les mettre dans un contexte d'intelligence collective, qu'est-ce qu'on va obtenir. Donc, vous voyez, donc qu'est-ce qui change? Vous voyez sur cette diapo, donc à gauche, vous avez, à ma gauche, j'ai les outils numériques et à ma droite, donc j'ai un peu ces outils quand on les applique dans un contexte d'intelligence collective. Donc, vous voyez, d'abord du côté des outils de gestion de l'enseignement, je pourrais parler beaucoup plus des outils de social learning. Vous avez déjà utilisé aujourd'hui. Oui, vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui, c'est juste quelqu'un qui parle en même temps. Oui. Très bien. Donc, du côté des outils de gestion de l'enseignement, on a besoin d'outils de social learning, c'est-à-dire, par exemple, un de ces outils qui vont permettre justement de pouvoir gérer des enseignements se basant sur l'intelligence collective. Maintenant, du côté donc, de médiatisation des interactions, on a besoin des outils qui vont animer cette intelligence collective, par exemple des outils de visioconférence, etc. Du côté des outils de production de ressources, là, on va focaliser beaucoup plus sur des outils qui vont permettre d'encourager l'innovation participative, c'est-à-dire, par exemple, les cartes conceptuelles qui vont permettre justement de regrouper des idées qui vont émaner, ou des mind maps qui vont regrouper des idées émanant du membre du groupe. La question à laquelle je souhaiterais répondre à la fin de ce webinaire, c'est la suivante. Comment on peut appuyer l'intelligence collective dans nos structures académiques? À mon avis, il y a 3 pistes qu'on devrait davantage creuser. Première piste, c'est la piste de Open Education Ecosystem, c'est-à-dire on devrait mettre en place un système ouvert
encourage l'ouverture des données, l'accès ouvert aux ressources bibliographiques et aux ressources de recherche, l'utilisation des ressources de licence, l'utilisation des ressources. Tout cela va encourager le partage, va encourager la mise en place de frameworks d'intelligence collective parce que ça va fournir des services ouverts aux apprenants, ça va répondre à leurs différents besoins et ça va permettre en fait d'ouvrir l'université au monde socio-économique d'une manière générale. Ici, je cite un exemple d'une expérience que nous avons vécue avec ma chère collègue Dr Ghada Khayat de l'Université d'Alexandrie pour mettre en place justement un portail de ressources éducatives libres pendant les derniers mois. Deuxième piste très intéressante, c'est de mettre en place dans les structures académiques des Learning Labs. Les Learning Labs, ce sont des environnements qui reposent sur 3 aspects, des espaces qui peuvent être physiques ou numériques, des activités et une communauté. Et donc, on peut imaginer que ces Learning Labs vont être des frameworks d'intelligence collective parce qu'ils vont encourager davantage l'innovation pédagogique et vont regrouper les différents acteurs avec leurs différents profils pour innover et pour travailler ensemble. Nous avons mis en place, en fait, entre 4 universités, un réseau de Learning Labs. Ici, c'est une publication, si vous souhaitez donc savoir davantage sur ce projet, c'est une publication qui vient de paraître autour de ce projet. Troisième piste très intéressante et dont on parle de plus en plus ces derniers mois, c'est la piste de l'intelligence artificielle au service de l'éducation. Nous sommes passés par différentes versions de l'éducation, de l'éducation 1.0 où nous avons une transmission du savoir, ensuite avec les outils Web 2, on parle du savoir en ligne, après la construction des connaissances, et maintenant avec tout ce que nous offre l'intelligence artificielle, on parle davantage de l'éducation 4.0 et je pense qu'il serait très intéressant, et ça a été évoqué au début de ce webinaire, c'est de rendre les apprentissages et les enseignements beaucoup plus personnalisés, orientés vers les besoins des apprenants. Nous parlerons davantage des Smart Learning Frameworks ou des évaluations contextualisées qui peuvent vraiment répondre aux besoins des différents apprenants. Et je finirai par cette phrase, je pense que la technologie devrait être justement au service de la pédagogie. Voilà, j'ai terminé ma petite présentation, Fedi, et je pense qu'on pourrait passer aux discussions, si tu permets. Oui. Bien sûr, on a encore quelques minutes. Je vais essayer de vous proposer encore une fois d'ouvrir vos caméras quand c'est possible pour qu'on discute pendant quelques minutes. Donc, si vous avez des questions, des remarques, des propositions à toute cette réflexion, voilà, on vous écoute. Et on aimerait bien vous écouter, en fait. Oui. Oui, Assad. Monsieur Yamin. Merci, nous vous remercions pour vos interventions. Moi, j'ai une petite clarification. Par exemple, Dr Haj, moi, je voulais bien savoir, parce que vous avez évoqué ça dans votre recherche, en quoi Plickers, par exemple, est plus adapté au travail collaboratif que Google Docs? Parce que dans ma tête, j'avais en tête que c'est le Google Docs qui est l'un des outils les plus adaptés au travail collaboratif. Pourquoi on le considère que c'est du côté du travail du magistral, disons? Non, peut-être que j'ai été rapide. Je ne suis pas en train de dire que Plickers ou autres sont meilleurs que Google Forms et que Google Forms ne permet pas le travail collaboratif. Mais dans la recherche que j'ai très vite présentée, on aura peut-être l'occasion d'en discuter plus calmement. La majorité des enseignants qui ont été interrogés et interviewés utilisaient des plateformes qui permettent juste une présentation de PowerPoint ou de vidéo. C'est-à-dire, il n'y avait pas l'usage de plateformes qui permettent les travaux de groupe. Lorsque Google Forms est utilisé dans le cadre d'un travail de groupe ou dans le cadre d'une classe inversée, évidemment, il est utilisé dans le sens d'une méthode active. Et il est très bien. Mais dans la recherche, ce qui a été montré, c'est que la majorité des enseignants interrogés, soit ils envoyaient des documents à la maison et ils les exploitaient en classe, croyant que c'était ça la classe inversée, soit qu'ils présentaient un PowerPoint, croyant que le PowerPoint est une méthode active, or le PowerPoint c'est un support, soit une vidéo sans ressources, parce que sans activité d'exploitation, parce que comme vous le savez, la vidéo ou le PowerPoint ou tout ce que vous voulez, ce ne sont que des outils. Leur exploitation ou les fiches d'activité ou la méthode qu'on utilise
en s'appuyant sur ces ressources, c'est ce qui rend les méthodes actives. Mais je ne voulais pas dire, en tout cas, que Google Forms ne permet pas la pédagogie active. Merci, merci. Merci. D'autres questions, interventions, remarques? S'il n'y en a pas, j'ai une deuxième. Oui, Madame Dila. Oui, merci. Monsieur Fadi, quand vous parlez de pédagogie active ou pédagogie passive, je pense que la pédagogie passive, ça concerne les cours magistraux, et la pédagogie active, ça concerne surtout les travaux pratiques. Donc, ce sont deux domaines qui sont absolument différents. Je me permets de vous répondre, puis je donne la parole à Dr. Ilia. En fait, moi, dans toutes mes formations et mes recherches, en fait, je lutte pour que justement, pour comment faire, c'est-à-dire la question qu'on se pose, c'est comment faire pour transformer les cours entre guillemets magistraux ou théoriques en méthode active. Parce que la partie pratique que vous évoquez, les laboratoires ou les travaux pratiques ou les exercices d'application, ça a toujours été quelque part actif. La pédagogie actuelle, elle veut ou elle nous propose de transformer nos cours magistraux en méthode active. C'est-à-dire quand on pousse les étudiants à travailler en sous-groupe, à exploiter des documents, à réfléchir, à travailler ensemble. Il y a une recherche, juste à titre d'exemple, qui a été menée au Canada avec 5000 étudiants auprès d'excellents profs qui donnent d'excellents cours magistraux. Et ils ont trouvé que ce qui reste comme information chez les étudiants 24 heures après le cours, le résultat est choquant, c'est dans les meilleurs des cas 5%. 5%. C'est-à-dire que le prof explique et interprète et donne des exemples et répète, lui, il se fatigue, mais la capacité d'assimilation des étudiants est faible. Et donc, l'idée, c'est comment faire pour transformer nos cours magistraux en cours actifs, où l'apprentissage a vraiment lieu. Ça nécessite beaucoup de préparation, beaucoup de travail, et ça nécessite, quelqu'un l'a évoqué, et c'est très intéressant, un changement dans le rôle de l'enseignant. C'est-à-dire, nous avons une représentation de l'enseignement, comme quoi un bon prof, c'est le bon prof qui explique bien. Aujourd'hui, le bon prof, ce n'est pas celui qui explique bien. Aujourd'hui, le bon prof, c'est celui qui permet aux étudiants de construire leur savoir grâce à ces activités. Enfin, en gros, ça, c'est ma représentation de la chose. Très bien, merci. Je vous en prie. Docteur Sarah? Oui. Moi, j'ai une question à propos de l'intervention de Dr. Lilia sur un sujet très intéressant qui était le Learning Labs. Ma première question, est-ce que c'est lié à ce qu'on appelle la gamification ou non? Et si oui, est-ce qu'on peut avoir une idée sur comment obtenir des formations là-dessus? Par exemple, moi, je suis issue d'une discipline qui est la gestion des ressources humaines, le marketing et autres. On a cette idée de jeu de simulation, mais nous ne sommes pas vraiment formés beaucoup là-dessus parce que moi, je suis quelque part, je lis des articles là-dessus. C'est très intéressant. C'est comment animer les étudiants autour d'un jeu. Alors, est-ce qu'il y a une possibilité? Est-ce que c'est ça le Learning Labs, ou c'est une idée là-dessus? Très bien, merci. Merci beaucoup, Dr. Sarah, pour la question. Alors, le concept de Learning Lab, c'est en fait, dans le cadre de ce projet, la première chose que nous avons fait, c'est de proposer une définition de ce concept-là et que nous avons qualifié comme un dispositif tridimensionnel où on a des activités, on a une communauté et on a un espace. Et donc, dans les activités, on peut bien sûr imaginer des activités dans lesquelles le concept gamification est vraiment fortement présent et à promouvoir davantage parce que l'idée des Learning Labs, c'est beaucoup plus pour incuber des scénarios pédagogiques innovants. Donc, bien sûr, la gamification et des activités de simulation peuvent tout à fait avoir leur place dans ces Learning Labs. Nous partageons très prochainement le réseau de Let's Learning Lab. Vous pouvez avoir plus d'idées sur des activités qui ont été menées dans le cadre de ces réseaux et qui sont également en rapport avec la gamification. Et vous êtes les bienvenus si vous souhaitez donc avoir adhéré à ce réseau ou un peu voir les activités des différentes universités
participantes. Je pourrais mettre également le lien de l'article journal qui vient de paraître. Vous allez avoir encore une idée beaucoup plus précise sur les différentes activités qui ont été menées. Voilà. Vous avez parlé de l'université d'Alexandrie. Moi, je participe depuis l'Égypte, donc ça sera très bien, très bien, très bien. Okay. Merci, merci. Merci beaucoup. Gilbert, je pense qu'il a une question. Monsieur Gilbert, mais si vous activez votre micro, s'il vous plaît. Le micro n'est pas activé, Gilbert. Oui, merci bien pour cette présentation. Normalement, j'ai un défi avec la méthode de la classe inversée. En utilisant les présentations, normalement, si j'utilise, je distribue les thèmes aux étudiants. Les thèmes aux étudiants. Et les étudiants, de leur part, vont venir en faisant des présentations sur chaque thème. Le défi, c'est comment bien distinguer la différence entre deux groupes. Par exemple, si un groupe, chaque groupe est formé de 2 étudiants, le défi est comment faire bien évaluer si quel étudiant a bien travaillé ce travail ou bien, voilà, comment bien distinguer quel étudiant a bien travaillé ou bien préparé ce travail, cette présentation, et surtout en mettant les notes. Parce que là, si par exemple, il partage la présentation entre les deux, normalement, si je mets une note différente pour un étudiant de l'autre, il ne trouve pas bien. J'aimerais bien prendre votre avis sur ce point. Vous voulez répondre, Dr. Lilia, ou je réponds? Si tu as un élément de réponse, oui. Oui. Monsieur Gilbert, j'ai envie de vous dire 2 choses. En fait, on pourra peut-être prévoir une fois une rencontre, une formation sur la classe inversée si ça vous intéresse. Mais ce que vous me décrivez est une méthode active très intéressante, mais elle n'est pas vraiment la technique de la classe inversée. C'est-à-dire que moi, je dis toujours à mes collègues, les grands titres, on les connaît tous, mais ce qui compte, c'est les détails. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que cette méthode, elle s'appelle classe inversée ou pas? En fait, ce que vous faites est très, très intéressant puisque vous poussez les étudiants à travailler chez eux et à venir faire des présentations. Je dirais c'est une partie, disons, de la classe inversée. On ne va pas beaucoup développer la classe inversée parce qu'elle a vraiment des spécificités. Mais j'ai envie de répondre à votre question. Quel que soit le nom ou l'intitulé de cette méthode que vous utilisez, qui est active et qui est très intéressante. Toujours dans ce type de méthode, on distingue aujourd'hui entre 2 types d'évaluation. L'évaluation du groupe ou de la production et l'évaluation individuelle. L'évaluation individuelle, on fait simplement un questionnaire, un examen, des exercices suite à toutes ces présentations et on voit qu'est-ce que chacun s'est approprié comme connaissance à partir du chapitre ou de ce qui a été fait. Par contre, lorsque je note le groupe, alors je vais voir, il y a des critères aussi. Quel est le degré d'implication de chacun, la prestation orale, comment elle s'est passée, c'est-à-dire on décline la production, la présentation orale, disons, on construit des grilles d'évaluation de cette présentation orale pour chacun, c'est-à-dire comment X a répondu aux questions, comment était l'intonation de sa voix, comment était son rapport par rapport au groupe. C'est un travail qui prend beaucoup de temps, mais c'est ce qu'on préconise, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'évaluation, ils appellent ça l'évaluation authentique, c'est-à-dire les mettre dans une situation réelle et élaborer des grilles d'évaluation par tâche et évaluer des... Mais ça, c'est un chapitre, vous posez une question très importante qui nécessite beaucoup de réflexion, mais c'est quelques éléments de réponse, qu'il y a une différence entre l'évaluation de chacun et l'évaluation du groupe. Et j'ajouterais, si tu permets, Fedi, que surtout quand on engage des travaux collaboratifs, il serait intéressant également de mettre en place des scénarios d'évaluation par les pairs. Parce que non seulement vous allez utiliser l'activité d'évaluation, mais en elle-même, l'activité d'évaluation devient une activité d'apprentissage. Donc, en évaluant les travaux de leurs pairs, ils vont apprendre, vos apprenants. Donc, également, quand on met en place ces scénarios collaboratifs, ce serait bien également d'innover dans la manière avec laquelle on évalue.
Il y a encore une question de la part de Joumana, je pense. Oui. Joumana? Oui. Bonjour tout le monde. Bonjour. Rebonjour. Je veux mettre ma caméra. Avant, j'avais un problème d'électricité, donc en fait, j'ai coupé ma caméra. Je tiens à remercier tout le monde parce que c'est vraiment très intéressant. Seulement, je souhaite porter à votre connaissance qu'avec un certain nombre de collègues, nous avons réalisé un article sur le e-learning dans les universités libanaises et donc les facteurs de succès, et nous avons fait une échelle de mesure sur les satisfactions des étudiants. Avec cette échelle de mesure, bien entendu, on a testé la validité, la réalité, tout ça. Donc, je veux vous envoyer cet article parce que je pense que comme on est en communauté des chercheurs, je pense que ça pourra vous intéresser, surtout pour nos chers collègues qui sont en dehors du Liban. Voilà, c'est très intéressant. En fait, il y a un proverbe qui dit sur l'intelligence collective que l'homme, il est intelligent individuellement, tandis que la fourmi, elle a une intelligence collective, c'est ça? Je me rappelle, j'avais lu ça quelque part. En quelle langue? Française ou arabe? En langue française. En fait, en plus, je l'ai utilisé une fois, que quelqu'un a dit, un philosophe, que l'homme, il a une intelligence individuelle, tandis que la fourmi, elle a une intelligence collective. Mais je ne me rappelle plus de ce proverbe. On va le retrouver. Je sais pas. Voilà. Moi, personnellement, je trouve que même l'humain, même chez les humains, l'intelligence collective est très intéressante. Et je donne, moi, dans une première vie, j'étais biologiste, enseignant de biologie, avant de m'intéresser à l'éducation. Et j'expliquais comment nos cellules nerveuses, nos neurones, nos cellules nerveuses, en fait, elles sont stupides quand elles sont seules. C'est une cellule nerveuse n'est pas intelligente. L'intelligence, c'est les connexions entre les cellules nerveuses. Et donc, je pense qu'au niveau des humains, c'est la même chose. On a progressé. Donc, je vous envoie l'article, je vous envoie également donc l'URL. Oui, okay? Merci beaucoup, Joumana. Je vous en prie, je vous en prie. Est-ce qu'on peut rebondir à ce que propose Madame Joumana, Dr Joumana? Oui. Ma question, Madame, vous parlez de e-learning in the Lebanese higher education institutions. Oui. Est-ce que vraiment on peut parler de l'e-learning ou bien c'est l'emergency remote learning? Parce que c'est deux choses différentes, à mon avis. Oui. Et ça, c'est un peu mon problème avec les recherches. Parfois, on associe à l'e-learning ou l'enseignement à distance globalement, et on fait des études sur ce qui a été fait pendant la période de Covid, et c'était en cas d'urgence. Est-ce qu'on peut faire ça? C'est ça ma question. Merci. Vous avez entièrement raison et vous allez vraiment trouver dans cet article une réponse. Je partage entièrement votre point de vue. C'est vraiment dans l'urgence. En fait, j'avais écrit dans Question de management une fois, mais là, cet article, il est en anglais. J'avais écrit en français que le coronavirus est le catalyseur académique dans les universités libanaises. En fait, il nous a poussé à aller vers ces technologies qui existaient vraiment avant, mais on a travaillé dans l'urgence. Vous avez entièrement raison. Je vous envoie l'URL, donc vous l'avez. Libanaise et non libanaise, à mon avis. Le monde entier n'était pas très prêt à tout ça. Oui, nous, en plus, je dirais du monde entier, non seulement on a affronté le virus corona, mais nous avons également affronté des problèmes d'infrastructure. Et c'est ça. Vrai. Et quand vous voyez, je dirais dans cet article, donc nous, je dirais, on a le facteur Internet, infrastructure qui ressort. Donc, c'est ça qu'on a eu au Liban comme particularité par rapport, je dirais, à d'autres pays. Oui. Je pense que c'est le cas de plusieurs pays. Et je suis tout à fait d'accord que ce qui s'est passé pendant les 2 dernières années, ce n'est pas vraiment du e-learning, c'est un e-learning dans un état d'urgence, on va dire. Et tout simplement parce que les principes du e-learning n'y étaient pas. Ça a été lancé dans le cadre d'une continuité pédagogique, beaucoup plus que dans le cadre d'un enseignement cadré, conçu pour qu'il soit dans une plaquette de formation en ligne. Voilà. Ouais. Je crois qu'on est encore dans les limites du temps. Je vous remercie énormément, Dr Lilia, professeur Al-Haj,
pour votre participation, pour votre disponibilité, pour tout ce partage d'informations et cette animation. Vraiment, c'était une séance extraordinaire, très interactive. Merci beaucoup. Je tiens aussi à remercier les participants, les auditeurs. Je vous remercie pour votre présence et pour votre participation. Vraiment, vous étiez magnifiques. Les travaux de groupe, c'était très, très bien. Et je vous demande, s'il vous plaît, donc, comme on vient de dire, je ne veux pas que ce soit un défi, donc le feedback. S'il vous plaît, donnez-nous votre feedback sur cette séance. On vient d'envoyer le link, donc le lien sur le chat. Et je vous demande de bien vouloir le remplir, s'il vous plaît. Et je vous dis à notre prochaine rencontre, toujours sous le projet Connect, sur la thématique cybersécurité et éthique. Cette rencontre va avoir lieu aux alentours du 13 janvier et la date exacte vous sera communiquée par l'Université Jinan dans les prochains jours. Merci beaucoup à tous et bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. Très bonne soirée, chers collègues. Au revoir. À bientôt. Alors, moi, je n'ai pas trouvé le proverbe, mais j'avais trouvé un autre. Seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. En lien avec l'intelligence collective. Voilà, je vous l'envoie. Merci, Zoumana. Zoumana, merci. On attend le prochain séminaire. Tout à Lydia, fait. grand merci. Grand Merci merci, beaucoup, Lydia et Gina. Fadi. Merci pour les préparatifs, pour la présence. Merci, Est-ce qu'on aura, Notre pilote Fadi. excusez-moi, est-ce Oui. qu'on aura accès à l'enregistrement de Normalement, séminaire? oui, ça a été enregistré et on va le déposer sur la plateforme, le site de Connect. On va Tout à organiser fait. ça avec Ellie et l'équipe. Donc, ça a été enregistré. Et Bien sûr. Voilà, merci, Ellie. C'est Suzanne Merci à Courane, vous, notre merci à vous, collègue merci à vous qui a fait tous. l'enregistrement et on va le faire. Ellie aussi, merci beaucoup. Nizar aussi, mon cher Nizar, qui Merci est à vous. distrait, mais qui nous gère aussi. Notre grand pilote et le copilote pour ce webinaire, c'est Fadi. Merci à toi, Gina. Merci beaucoup, Fatih. Merci à vous. Merci. chers À bientôt. partenaires. À bientôt. Merci. À la prochaine. Bientôt. Merci À la beaucoup. prochaine. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir tout le monde.